L'expression comme caractère de langage. Cette mimésis est l'idéal de l'art, non sa procédure pratique, ni une attitude orientée vers le caractère expressif. La mimique qui, en l'artiste, libère l'exprimé, passe de lui à l'expression. Si l'exprimé devient le contenu psychique manifeste de l'artiste et l'œuvre d'art sa copie, l'œuvre dégénère en photographie floue. La résignation de Schubert ne se situe pas dans la prétendue atmosphère de sa musique, ni dans ce qu'il éprouve, comme si l'œuvre en était la trahison. Mais dans le « c'est ainsi » traduit par le geste de l'abandon, c'est son expression. La substance de l'expression est le caractère de langage de l'art, fondamentalement différent du langage en tant que médium de l'art. On aimerait spéculer sur la compatibilité de ce caractère de langage avec ce médium. L'effort de la prose, depuis Joyce, pour neutraliser le langage discursif, ou du moins le subordonner aux catégories formelles, jusqu'à méconnaître la construction, recevrait ainsi quelques explications. L'art nouveau s'efforce de transformer le langage communicatif en un langage mimétique, en vertu de son caractère ambigu. Le langage est le constituant de l'art et son ennemi mortel. Les vases étrusques de la Villa Giulia sont parlants au plus haut degré et incomparables à tout langage communicatif. Le langage véritable de l'art est sans langage. Ce moment où il est privé de langage passe avant la signification du poème, moment qui n'est pas non plus totalement absent de la musique. Ce qui, dans les vases, évoque le langage, relève plutôt d'un « je suis là » ou « je suis cela », d'un solipsisme que la pensée identificatrice était incapable d'extraire de la réalité. Ainsi, un rhinocéros, animal muet, semble dire « je suis un rhinocéros ». Le vers de Rilke, car il n'y a pas d'endroit qui ne te voit, que Benjamin tenait en haute estime, a codifié d'une manière guère dépassée ce langage non significatif des œuvres d'art, l'expression et le regard des œuvres d'art. Leur langage, dans leur rapport avec le langage significatif, est quelque chose de plus ancien qui toutefois ne s'est pas converti. Comme si les œuvres d'art, en se modelant par leur structure sur le sujet, étaient la répétition de la naissance et du surgissement du sujet. Elles sont expressives non pas lorsqu'elles communiquent le sujet, mais dans la mesure où elles vibrent de l'histoire primitive, de la subjectivité, de celle de l'animation. Le trémolo de toute structure, considérée ici comme succédanée, est intolérable paraphrase et de l'affinité de l'œuvre d'art avec le sujet. Elle subsiste car cette histoire originelle survit dans le sujet qui, dans toute histoire, repart toujours du début. Seul le sujet vaut comme instrument de l'expression, bien que se croyant immédiat, il soit lui-même quelque chose de médiatisé. Même lorsque l'exprimé ressemble au sujet, lorsque les émotions sont subjectives, elles sont en même temps impersonnelles, sincères dans l'intégration du moi et ne se déploient pas en elles. L'expression des œuvres d'art est le non-subjectif dans le sujet, moins son expression que sa copie. Il n'y a rien d'aussi expressif que les yeux des animaux, des anthropoïdes, qui semblent objectivement s'affliger de ne n'être pas des hommes, en transposant les émotions à l'intérieur des œuvres, qui en vertu de leur intégration en font leur propre émotion, elles restent dans le continuum esthétique, le représentant de la nature extra-esthétique, mais cessent en tant qu'imitation de celle-ci d'être incarnée. Toute expression esthétique véritable enregistre cette ambivalence d'une manière incomparable dans la description kantienne du sentiment du sublime considéré comme un frémissement en soi entre la nature et la liberté. Sans la moindre réflexion sur le spirituel, cette modification est l'acte constitutif de la spiritualisation dans tout art. Alors qu'il existe déjà dans la modification de la mimésis par l'œuvre, l'art ultérieur ne le développe que dans la mesure où il ne se produit pas mimétiquement en tant que forme première, pour ainsi dire physiologique de l'esprit. La modification de l'essence affirmative de l'art est elle aussi responsable du caractère affirmatif de l'art, parce qu'elle tempère la douleur au moyen de l'imagination, tout comme elle la rend apte à être dominée et la laisse réellement inchangée à cause de la totalité spirituelle dans laquelle elle disparaît. Domination et connaissance conceptuelle. Autant l'art fut marqué par l'aliénation universelle et grandi par elle, ce qui l'aliène le moins, c'est que tout temps lui passa par l'esprit et est humanisé sans violence. Il oscille
entre l'idéologie et ce que Hegel met au compte du domaine naturel de l'esprit, de la vérité, de la certitude de soi-même. Même si l'esprit continue toujours d'exercer en lui la domination, il se libère dans son objectivation de ses fins dominatrices, en créant un continuum totalement esprit. Les œuvres esthétiques deviennent l'apparence de l'en-soi, bloqué dans la réalité duquel seraient réalisées et assouvies les intentions du sujet. L'art corrige la connaissance conceptuelle, parce que séparé, il accomplit ce que celle-ci attend en vain de la relation abstraite sujet-objet. Le fait que le travail subjectif fasse apparaître quelque chose d'objectif, l'art ne diffère pas indéfiniment, cette réalisation l'exige de sa propre finitude aux dépens de son caractère d'apparence. Par la spiritualisation, domination radicale de la nature, sa propre domination, il tempère la domination de la nature en tant que domination de l'autre. Ce qui dans l'œuvre d'art s'instaure en permanence contre le sujet et est étranger à lui sous forme de fétiche rudimentaire, se porte garant du non aliéné. Mais ce qui dans le monde se comporte comme survivance de la nature non identique devient matériau de domination de la nature et véhicule de domination sociale, et est, à plus forte raison, aliéné. L'expression par laquelle la nature pénètre au plus profond de l'art n'est en même temps que son aspect non littéral, souvenir de ce que l'expression n'est pas elle-même et de ce qui cependant ne se concrétisait pas autrement que par son comment. Expression et mimésis. La méditation, la médiation de l'expression des œuvres d'art par leur spiritualisation présente dans la première époque des représentants les plus importants de l'expressionnisme, implique la critique de ce dualisme grossier de la forme et de l'expression vers lequel s'oriente, comme le fait l'esthétique traditionnelle, la conscience de nombreux artistes authentiques. Ce n'est pas que cette dichotomie soit dénuée de tout fondement, mais la prépondérance de l'expression d'un côté et de l'autre l'aspect formel ne se laisse guère éliminer de l'art ancien qui offrait refuge aux émotions. Cependant, les deux moments sont intimement médiatisés. Lorsque les œuvres ne sont ni complètement structurées, ni formées, elles perdent alors cette expressivité en raison de laquelle elles se dispensent du travail de la discipline de la forme. La forme prétendue pure qui nie l'expression craque de toutes parts. L'expression est un phénomène d'interférence, autant fonction de la procédure technique que mimétique. La mimésis elle-même est évoquée par la densité du processus technique, dont la rationalité immanente semble cependant s'opposer à l'expression. La contrainte qu'exercent les œuvres complètement structurées équivaut à leur éloquence, à leur caractère parlant. Ce n'est pas un pur effet suggestif. D'ailleurs, la suggestion est elle-même apparentée à des processus mimétiques et conduit à un paradoxe subjectif de l'art, produire quelque chose d'aveugle, l'expression, à partir de la réflexion et par la forme. Ne pas rationaliser ce qui est aveugle, mais d'abord le produire d'une manière esthétique. Faire des choses dont nous ne savons pas ce qu'elles sont. Cette situation, aujourd'hui aggravée jusqu'à devenir un conflit, possède une longue préhistoire. En parlant du résidu de l'absurde, de l'incommensurable à l'intérieur de toute production artistique, Goethe a atteint la constellation moderne du conscient et de l'inconscient. Il a également prévu que la sphère de l'art, inconsciemment alimentée par la conscience, deviendrait ce spleen qu'elle constitue depuis Baudelaire dans la deuxième période romantique. Un domaine réservé implanté dans la rationalité et se supprimant soi-même virtuellement. Toutefois, l'accent mis sur ce point ne permet pas de congédier l'art. Celui qui argumente de la sorte contre le modernisme s'en tient mécaniquement au dualisme de la forme et de l'expression, ce qui pour les théoriciens n'est rien d'autre qu'une contradiction logique et ressentie par les artistes et se développe dans leur travail. L'utilisation du moment mimétique qui invoque, détruit et somme le caractère non arbitraire de celui-ci. L'arbitraire, dans le non arbitraire, est l'élément vital de l'art. La force de pratiquer un tel arbitraire est en même temps un critère sûr de l'aptitude artistique, sans que soit cachée la fatalité d'une telle dynamique. Les artistes reconnaissent dans cette aptitude leur sentiment formel. Elle représente la médiation par rapport au problème de Kant. Comment l'art, qui est selon lui purement conceptuel, peut-il cependant entraîner ce moment d'universalité et de nécessité que le criticisme ne réserve qu'à la connaissance discursive? Le sentiment formel est la réflexion, en même temps aveugle et nécessaire de la chose en soi, à laquelle elle doit s'abandonner. L'objectivité
fermé à soi-même, qui échoue au pouvoir mimétique subjectif, qui se renforce de son côté auprès de son contraire, à savoir la construction rationnelle. La cécité du sentiment formel correspond à la nécessité dans la chose. Dans l'irrationalité du moment expressif, l'art trouve la fin de toute rationalité esthétique. Il lui incombe, contre tout ordre décrété, de se débarrasser autant de l'impasse de la nécessité absolue que de la contingence chaotique. L'art n'attribue pas au hasard par lequel sa nécessité prend conscience de son moment fictif ce qui lui est propre en s'incorporant intentionnellement de manière fictive l'élément contingent pour affaiblir ses médiations subjectives. Il rend plutôt justice au hasard en tâtonnant dans la voie obscure de sa nécessité. Plus il la suit fidèlement, moins il est transparent à lui-même. Il s'obscurcit, son processus immanent à quelque chose du sourcier, suivre sa direction et mimésis en tant qu'exécution de l'objectivité. Les notes automatiques, par exemple celles de Schoenberg dans Erwartung, se laissèrent inspirer par leur utopie, mais pour buter assez rapidement sur le fait que la tension de l'expression et de l'objectivation ne s'équilibre pas dans l'identité. Il n'y a pas de moyen terme entre l'autocensure du besoin expressif et la sollicitation de la construction. L'objectivation passe par les extrêmes. Le besoin d'expression, que ne réfrène aucun goût, aucun bon sens artistique, converge avec la nudité de l'objectivité rationnelle. D'autre part, il est impossible par le jeu d'une rationalité décrétée de maîtriser le penser soi-même de l'œuvre d'art, sa noésis noéséos. Sa rationalité esthétique doit se précipiter les yeux fermés dans la structuration, au lieu de la gouverner de l'extérieur comme réflexion sur l'œuvre d'art. Intelligentes ou absurdes, les œuvres d'art ne sont pas, d'après leurs procédures techniques et les idées qu'un auteur se fait d'elles. L'art de Beckett, fermé à cette rationalité de surface, possède à tout instant ce bon sens immanent, mais il n'est nullement une prérogative du modernisme. Il peut être tout aussi bien constaté dans les abréviations du dernier Beethoven, à partir du renoncement aux éléments superflus et par là même irrationnels. Inversement, les œuvres d'art mineures, surtout la musique facile, sont d'une sottise immanente contre laquelle réagit essentiellement d'une manière polémique l'idéal d'émancipation dans le modernisme. L'aporie de la mimésis et de la construction devient pour les œuvres d'art une nécessité d'unir le radicalisme à la pondération, sans ajouter d'une manière apocryphe des hypothèses de secours. Dialectique de l'intériorité, les apories de l'expression. Mais la pondération ne permet pas de sortir de l'aporie. Historiquement, l'une des origines de la rébellion contre l'apparence est l'allergie contre l'expression. S'il existe quelque part dans l'art le rapport de génération, intervient ici. L'expressionnisme est devenu image paternelle. On pourrait confirmer empiriquement que les hommes non libres, conventionnels et au caractère agressif et réactionnaire, tendent à refuser l'introspection, la réflexion sur soi, sous toutes ses formes et également l'expression en tant que telle, considérée comme trop humaine. Les mêmes se prononcent sur l'arrière-plan d'une hostilité générale envers l'art contre le modernisme, avec une rancune particulière. Ils obéissent psychologiquement aux mécanismes de défense par lesquels un moi faiblement formé repousse de lui-même ce qui pourrait ébranler sa pénible capacité fonctionnelle et nuire avant tout à son narcissisme. L'attitude en question est celle de l'intolerance of ambiguity, l'intolérance envers l'ambivalent, qui ne peut pas se discipliner impeccablement. Finalement, intolérance contre ce qui est ouvert, ce qui n'est préalablement décidé par aucune instance, contre l'expérience elle-même. Immédiatement, sous le tabou mimétique, se trouve un interdit sexuel. Pas de moiteur, l'art devient hygiénique. Maintes tendances artistiques s'identifient à cela ainsi qu'à la chasse aux sorcières contre l'expression.